Merci de rester à l'écoute de Radio Sénégal 19h sur l'ensemble de son réseau synchronisé, le journal. Au sommaire, ça y est, c'est fait. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 42 milliards 637 millions de francs CFA au Sénégal pour la réalisation de la troisième usine de Keur Momar-Sarr. Keur Momar-Sarr 3, une aubaine pour les populations de Dakar, Thiès et Louga en 2021. La signature de la convention visant à améliorer les besoins en eau des trois régions a eu lieu ce matin. En Gambie, le parti de Yaya Jammeh conteste les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. C'est pour demander l'annulation des résultats du scrutin du 1er décembre dernier qui a vu la victoire de l'opposant Adama Barrow. Le recours du président sortant intervient alors qu'une délégation de chefs d'État de la CEDEAO est à Banjul pour inciter Yaya à quitter le pouvoir. En sport, bonne entrée en matière des Lions du beach soccer à la CAN de Lagos au Nigeria. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, s'est imposé 2-1 devant le Maroc. Les détails dans la page des sports. Et puis en fin d'édition à suivre l'invité mardi politique et la revue de presse en seconde diffusion de ce journal mis en onde par Amadou Nicolas Thiam. Au micro, Benoît Badiane, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 42 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la réalisation de la troisième usine de Keur Momar-Sarr. L'infrastructure permettra de satisfaire à l'horizon 2021 les besoins en eau multi-usage de Dakar, Thiès et Louga. L'État du Sénégal et la BAD ont procédé ce matin à la signature de l'accord de financement Dior Cissé. La construction de l'usine Keur Momar-Sarr 3, une infrastructure qui va résoudre les difficultés en eau d'ici à l'horizon 2021, un nouvel accord qui va couvrir les besoins en eau à Dakar, Thiès et Louga. Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan. Ce nouvel accord concerne le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Il porte sur le financement partiel du projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi-usage sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir de la station de Keur Momar-Sarr KMS 3. Vu l'importance de ce liquide précieux, la Banque africaine de développement accorde beaucoup plus d'importance au secteur de l'hydraulique. Adalbert Chimioumou Rémi, représentant de la BAD au Sénégal. La BAD accorde beaucoup d'importance au secteur de l'eau et de l'assainissement. Dans ce cadre, notre banque a déjà financé dans le secteur de l'eau au Sénégal plusieurs opérations au cours des 10 dernières années pour un montant global de plus de 70 milliards de francs CFA. Nous sommes très heureux de venir procéder avec le gouvernement du Sénégal à la signature d'un accord de prêt d'un montant de 42 milliards 637 millions de francs CFA qui permettra de financer le projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi-usage sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir de la station de Keur Momar-Sarr qui a été approuvée par le conseil d'administration de la BAD le 18 novembre 2016. En marge de la cérémonie de signature de cette convention, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est prononcé sur le projet de dépollution de la baie de Hann, Mansour Faye. Pour la dépollution de la baie de Hann, une fois cette convention de paix signée, ce sera une mobilisation à peu près de 50 millions d'euros. Et nous pensons fortement que les travaux vont commencer avant donc, la fin du premier semestre de 2017, puisque les entreprises en question donc, étaient déjà présélectionnées, doivent tout simplement donc, à lancer donc, les dossiers et pour que les travaux puissent commencer. Ce projet d'une capacité de 200 000 m3 d'eau par jour va résoudre le taux de chômage des jeunes. 48% des femmes seront employées dans cette station. Cissé, l'exécution des travaux de l'usine Keur Momar-Sarr 3 est confiée à la SONES. Le démarrage est prévu en 2017 pour une durée de 3 ans précise. Le directeur général de la SONES, Charles Fall, est au micro de Yolande Ndiaye. Ce qui justifie ce projet de Keur Momar-Sarr, c'est pour apporter une réponse à cette problématique accrue d'approvisionnement en eau. Dakar est principalement alimenté à partir du lac de Guerre et d'une batterie de forage. Et aujourd'hui, la production couvre à peine la demande. Et Keur Momar-Sarr est la réponse durable que le gouvernement du Sénégal a apportée à travers le ministère de l'Hydraulique qui a confié son exécution à la SONES afin de sécuriser jusqu'à l'horizon 2035 l'approvisionnement en eau de Dakar. Ça permettra d'augmenter considérablement le niveau de production et de l'augmenter à hauteur de 200 000 m3 jour qui viendront se rajouter aux 400 000 m3 existants aujourd'hui. Donc, Keur Momar-Sarr va augmenter la capacité de production à satisfaire aux besoins des populations à hauteur de 50% en plus. Si ce projet n'est pas réalisé,
d'ici 2025, Dakar connaîtra quand même un déficit en eau d'un niveau assez important. C'est un projet autonome, indépendant, qui n'a rien à voir avec Keur Massar existant. C'est une station de pompage et de traitement. C'est aussi une conduite de transport parce que l'eau sera produite à Keur Massar, traitée sur site et transportée à travers des conduites d'un diamètre allant jusqu'à 1500 mm. Keur Massar, c'est aussi sa composante sociale. Ça permettra de consentir près de 100 000 branchements sociaux. Voilà, c'était Charles Fall, le directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, chargé de l'exécution des travaux de l'usine Keur Massar 3, démarrage en 2017 pour un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement des populations des régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda. Un projet dénommé PEPAM-UE a été initié par l'État du Sénégal. C'est en partenariat avec l'Union européenne. Son coût, 18 milliards de francs CFA. Le lancement de l'étude des plans de gestion des ressources en eau a eu lieu à Kolda. Moussa Banora. Cette étude des plans de gestion des ressources en eau des sous-IGP du Kayanga, Anambé et Ouest-Kolda, qui va durer 23 mois, concerne les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Un projet dénommé Programme eau potable et assainissement du millénaire a été financé par l'Union européenne. Nyohondour est le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau. L'objectif, c'est de maîtriser la ressource et de mettre en place un plan pour soutenir les activités socio-économiques. Donc, il faudrait mettre en place un document qui permettrait d'être le guide pour soutenir toutes ces activités. Kolda, région à faible taux d'accès à l'eau potable, malgré sa forte pluviométrie, a tout de même besoin d'un tel projet. 22 collectivités locales de la région de Kolda sont concernées par ce projet, une nouvelle bien accueillie par les populations, notamment les élus locaux. Mamadou Baldé est maire de Sarekoli-Salé, par ailleurs conseiller économique, social et environnemental. C'est très important puisque gouverner, c'est prévoir. J'ai participé à une étude où on dit la denrée la plus rare en 2050, ce sera l'eau potable. Dès à présent, pensez à gérer l'eau de manière convenable pour les futures générations. Il n'y a pas mieux pensé. Au cours des discussions et débats de l'atelier de lancement, la mission d'étude et de réalisation a pris bonne note concernant les recommandations et suggestions des acteurs. Kolda, Moussa Banora, RTS. À l'écoute du journal de Radio Sénégal à 19h07 dans nos studios, la corruption se chiffre à 545 milliards en Afrique. Trop estime l'Union africaine, aussi en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes, a-t-elle élaboré un guide sur la cartographie des risques de corruption. Le premier palier est de sensibiliser les douaniers qui sont confrontés au fléau dans l'exercice de leurs fonctions, nous dit Khadifal Koulibaly. Corruption. Vous avez dit corruption? On estime que les administrations douanières et les administrations fiscales de l'Afrique recueillent 545 milliards de dollars par an. La lourdeur des procédures de dédouanement, conjuguée à la corruption et au point de 20 aux postes frontaliers, ont étouffé la compétitivité du continent. L'Afrique n'en vaut plus. Il est de notre responsabilité à tous de veiller à ce que notre continent soit exempt de corruption. Aussi, l'Union africaine et l'Organisation mondiale des douanes ont-ils élaboré un guide sur la cartographie des risques de corruption, un document de partage des meilleures pratiques de lutte contre le fléau. Comment l'exploiter? Comment l'utiliser? Les experts douaniers de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale des douanes sont à l'école. Le représentant de l'Union africaine, Ali Moussa. Je suis confiant de votre capacité à proposer des idées judicieuses pour améliorer les lignes directrices sur la cartographie des risques de corruption déjà élaborées par notre partenaire l'OMD. Ensemble, nous pouvons conduire le continent en avant et en faire une destination préférée pour l'investissement direct étranger. Le Sénégal est à l'avant-garde de la lutte contre la corruption. Le directeur général de la douane sénégalaise, Pape Ousmane Gueye. Nous sommes en train de déployer tout un ensemble de procédures et de mécanismes qui vont à terme nous permettre vraiment de limiter considérablement les risques de corruption dans le cadre de l'utilisation des procédures de dédouanement. Quand je dis procédure de dédouanement, c'est aussi bien au niveau du pré-dédouanement, du dédouanement que de la phase enlèvement. Donc toutes ces phases qui seront séquencées et dématérialisés verront les risques de corruption amoindris. Les douaniers de l'Union africaine peuvent aussi enrichir le guide afin de lutter efficacement
contre la corruption. Justement, Khadifa Al-Koulibaly, le code de procédure pénale sénégalais a des limites juridiques dans les enquêtes en matière de lutte contre la corruption. Révélation du substitut du procureur de la République, Alassane Ndiaye, s'exprimait à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption. C'était en conférence publique tenue récemment à Dakar sur le thème « Lutte contre la corruption, quelle stratégie, quelles difficultés ?» Le compte rendu de Demba Diaw. Des problèmes on en trouve dans les enquêtes en matière de lutte contre la corruption au Sénégal. Du moins, c'est l'avis de plusieurs panélistes lors de cette rencontre. Le substitut du procureur de la République s'exprimait sur le panel les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la corruption. Alassane Ndiaye. Les limites juridiques dans les enquêtes en matière de corruption. D'abord, c'est des critères de compétence pour moi qui ne sont pas du tout cohérents. Parce que les OPJ, si on prend leur exemple, et le procureur de la République, ils ont une compétence locale, tout comme le juge d'instruction. Le procureur spécial, près la CRI, a une compétence nationale. L'OFNAC a une compétence nationale. Il y a problème parce que le procureur spécial près la CRI n'a pas à sa disposition des OPJ, tout comme le juge d'instruction. Le procureur de la République en a. L'OFNAC n'a pas à sa disposition également des OPJ, en tout cas des enquêteurs. Il peut les requérir ça. Pour sa part, le Forum civil plaide pour que la société civile puisse se constituer partie civile lors des procédures liées à la corruption. Son coordinateur adjoint, Maître Papa Moussa Félix Sow. Et c'est de par leur initiative souvent que des procédures sont enclenchées. Parce que des fois, quand l'État a des réticences pour demander au procureur d'enclencher une procédure, ou même le procureur d'enclencher une procédure, les associations qui travaillent dans le secteur peuvent tout à fait initier une plainte. Les associations peuvent constituer des sentinelles, d'être partie civile pour suivre ces procédures et veiller à ce que les fonds puissent être rapatriés pour le pays. Cette rencontre est à l'initiative du Centre pour le renforcement de l'état de droit et des institutions judiciaires. Demba Diaw et puis des experts en statistiques de 15 pays d'Afrique francophone outillés en échantillonnage sur les enquêtes agricoles. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en partenariat avec le Bureau du Centre africain de la statistique, a organisé cet atelier, nous dit Djamila Kouli. L'agriculture, un secteur d'activité sur lequel les pays africains comptent s'adosser pour un développement durable. Il est nécessaire aujourd'hui que les experts en statistique soient formés sur les méthodes d'échantillonnage en ce qui concerne les enquêtes agricoles, vu que les recensements ne sont pas accessibles à tout moment du fait des sommes exorbitantes qui permettent de les réaliser. Le statisticien au bureau du Centre africain pour la statistique, Oumar Sarr. Au niveau des statistiques agricoles, il y a une spécificité dans l'échantillonnage. Et là, nous manquons encore de certaines compétences dans l'échantillonnage au niveau des enquêtes d'une manière générale d'ailleurs, et plus particulièrement au niveau des enquêtes agricoles. C'est vrai qu'on met l'accent sur l'échantillonnage, mais on y va du début de l'organisation jusqu'aux questions de financement. On a inscrit ici 37 participants venant d'une quinzaine d'autres pays africains francophones. À cet atelier de formation, il sera question pour les experts d'échanger d'expériences, d'être outillés sur les questions allant des semences au financement, à la commercialisation et au-delà, de s'imprégner des techniques d'échantillonnage qui très souvent posent problème. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Babacar Ndir. Ils seront pourvus de certaines compétences, mais des nouvelles méthodologies qui sont actuellement mises en place. Dans les formations qu'on reçoit dans les écoles, souvent c'est des formations qui ne sont pas spécifiquement centrées sur les secteurs. Donc il faut mettre en place une assurance qualité, donc qui parcourt toute la chaîne de production des données. Cet atelier de formation sur l'échantillonnage dans les enquêtes agricoles qui se tient durant 5 jours est la suite d'une série de formations autour du thème « Les statistiques agricoles et rurales ». Vous suivez les informations sur Radio Sénégal à 19h14 dans nos studios. Drame sur le fleuve Casamance à hauteur de Tankanto Escale, région de Kolda. Le chavirement d'une pirogue a causé la mort d'un jeune de 33 ans. Aujourd'hui, la victime Ibrahima Baldé est originaire de Velingara Koucha dans la commune de Saré Bidji. Le récit de Ismaël Mansali.
Émoi et consternation à Tankanto Escale après la mort par noyade du jeune Ibrahima Baldé, âgé de 33 ans, dans le fleuve Casamance ce mardi matin. Ibrahima Baldé et un de ses amis ont quitté leur village Vélingara Koutia, situé dans la commune de Sarébidi, à bord d'une moto pour se rendre à Tankanto Escale. La dernière étape du voyage devait se faire en pirogue. Malheureusement, leur embarcation chavire aux environs de 10h30. Abdoulaye Sow, maire de Tankanto Escale, revient sur les circonstances du drame. Ils avaient une moto safari, ils devaient traverser pour venir faire des achats au niveau de Tankanto Escale et retourner. Ils ont tenté de traverser sur une petite pirogue au milieu de ce fleuve-là. La pirogue s'est renversée. C'est la moto qui tombait sur lui. Malheureusement, il n'a pas pu échapper et il est mort sur le coup. Les habitants de Tankanto Escale et environ alertés se sont rendus en masse au fleuve pour apporter leur secours. Les recherches menées par les populations ont permis de repêcher d'abord la moto puis le corps sans vie d'Ibrahima Baldé à 11h50 avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers devancés sur les lieux par les gendarmes. Le corps sans vie d'Ibrahima Baldé a été remis à ses parents. Ce cultivateur de profession a été inhumé ce mardi, laissant derrière lui une épouse et 2 enfants. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. Sali, le sous-préfet de Djoula-Kolon informé, s'est aussitôt rendu sur les lieux du drame. Ibrahima Gano en a profité pour plaider pour la construction d'un pont au niveau de ce passage stratégique qui relie la commune de Sarébidi à celle de Tankanto Escale. Le voici au micro de Ismaël Mansali. Nous sommes vraiment attristés parce que ce n'est pas le premier cas. Et chaque année, nous assistons à des cas comme ça, à des cas de noyade. Et c'est devenu maintenant une tradition. Et nous avons toujours sollicité à ce qu'il y ait un pont au niveau de ce fleuve, mais jusqu'à présent, ça tarde à se réaliser. Et depuis très longtemps, depuis l'événement des communes jusqu'à l'événement des communes, jusqu'à présent, c'est une doléance qui est là. Et vraiment, nous assistons tristement à ces faits-là. Et nous sommes impuissants devant de tels actes. Voilà, c'était Ibrahima Gano, le sous-préfet de Djoula-Kolon, qui est informé aussitôt, s'est rendu sur les lieux du drame, le drame sur le fleuve Casamance à hauteur de Tankanto Escale, région de Kolda. Le chavirement d'une pirogue a causé la mort d'un jeune de 33 ans. Aujourd'hui, la victime, Ibrahima Baldé, est originaire de Vélingara Koutia, dans la commune de Saré-Bidi. Encore un bilan macabre sur nos routes, 13 morts calcinés et 84 blessés, dont certains dans un état très grave. Une collision entre un bus de transport en provenance de Touba et un camion venant du Mali est passé par là. Le drame a eu lieu vers Kumpentoum la nuit dernière. Les détails avec Ansoumana Sadio. 13 morts calcinés et 84 blessés, dont certains dans un état critique. C'est le triste bilan d'un accident entre un bus de transport en provenance de Touba pour le Louma de Diaobé et un camion en provenance du Mali avec un conteneur. Le drame s'est produit peu après minuit dans la nuit du lundi au mardi à hauteur du village de Douba à l'entrée de Kumpentoum. Il a fallu l'intervention musclée des soldats du feu de Kumpentoum et de Tambacounda pour éteindre le bus qui a pris feu juste après l'accident. Les corps sans vie difficiles à identifier sont tous déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Tamba. Les blessés graves sont internés au niveau de l'hôpital régional. Difficile de savoir les circonstances exactes de ce drame, mais la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les origines de l'accident. Ansoumana Sadio, depuis Kumpentoum pour Radio Sénégal. Ansoumana Sadio, 6 personnes sont également mortes sur le coup à la suite d'un accident à hauteur de Yamong dans le département de Koungheul. Un véhicule 4x4 a percuté un camion stationné sur la chaussée. Le véhicule venait de Goudiri, nous dit Daoudalaï Badian. C'est un véhicule 4x4 en provenance de Goumbaïel dans le département de Goudiri qui a percuté un camion mal garé sur la chaussée à hauteur de la localité de Yamong dans le département de Koungheul. Sur le coup, les 6 personnes, toute une famille occupant le véhicule 4x4 meurent. Le chef de famille, son épouse, leurs enfants, dont l'un âgé de 3 ans, leur belle-sœur et le chauffeur rentraient sur Dakar. La visibilité réduite pendant la nuit a entraîné le chauffeur qui roulait à vive allure. Les corps sans vie ont été acheminés au district sanitaire de Koungheul. Cet accident vient s'ajouter à
la liste du bilan donné par les services de sécurité lors du Gamou à Kaolack. Ce bilan fait état de 23 accidents avec 81 blessés, un mort sur l'axe Kerwa-Lindiaï-Passy. Un motocycliste meurt après qu'il ait été entré en collision avec une charrette. Des accidents se sont produits sur l'axe Kaolack-Fatigue. Les autres accidents dans la commune de Kaolack. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Daouda Badiane, merci. En Gambie, hors de chez nous, le parti de Yaya Jammeh conteste les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. C'est pour demander l'annulation des résultats du scrutin du 1er décembre qui avait vu la victoire de l'opposant Adama Barrow. Le recours du président sortant intervient alors qu'une délégation de chefs d'État de la CEDEAO est en Banjul pour inciter Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Les sports sur Radio Sénégal, CAN de beach soccer, le Sénégal qui remporte sa première sortie face au Maroc, le score 2-1 en faveur des Lions du beach soccer. Le Sénégal qui entame bien la compétition avec une victoire devant le Maroc. Demain, le Sénégal rencontre Madagascar, l'équipe championne d'Afrique en titre de football de plage. C'est l'affiche de la précédente édition de la compétition de la CAN de beach soccer. Rappelons pour la présente édition, c'est le Sénégal joue contre Madagascar demain. Il faut rappeler que les vainqueurs ou bien les finalistes de cette présente édition se qualifieront pour la Coupe du monde de football de plage prévue en avril-mai 2017. En football, la 6e journée de la Ligue 1 se dispute demain. Tous les matchs se jouent d'ailleurs demain mercredi avec des matchs intéressants comptant pour la Ligue 2. La 6e journée se joue mercredi et jeudi. En Europe, on joue des matchs de Coupe de la Ligue à suivre dans nos éditions de 22h. À présent, la rubrique Mardi politique, la coalition Sam Li Ñu Bokk alternative solidaire composée de 7 partis politiques est en ordre de bataille pour les prochaines élections. Moussa Touré, responsable du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, un des animateurs de la coalition, trouve que le pays est mal géré. L'ancien ministre de l'économie et des finances dénonce par ailleurs le niveau d'endettement du Sénégal jamais atteint. Moussa Touré est l'invité de Mardi politique. Il est interrogé par Arona Gaye. Monsieur Moussa Touré, pourquoi Citoyens pour l'éthique et la transparence, votre parti et 6 autres formations politiques ont mis en place la coalition Sam Li Ñu Bokk alternance solidaire? C'était une idée qui est partie d'un peu avant le référendum pour nous mettre ensemble pour faire la promotion du non. Et ensuite, nous avons retenu d'aller plus loin pour unir nos actions et nos activités dans la perspective des prochaines élections à venir. Mais aujourd'hui, en créant cette nouvelle coalition, vous ne fragilisez pas l'opposition parce qu'il y a déjà plusieurs coalitions politiques. Il n'y a pas au Sénégal une opposition, il y a des oppositions. Elle est multiple et diverse. Ceux qui ont les mêmes ambitions pour le Sénégal, ceux-là peuvent se réunir ensemble dans la poursuite de ces activités, de ces objectifs. C'est ce que nous avons fait. Mais il n'y a pas une opposition monolithique. Alors, dans vos déclarations, on peut noter quelques expressions: dictature émergente, mauvaise orientation politique, Sam Li Ñu Bokk alternance solidaire n'est pas tendre avec l'actuel régime. Pourquoi une telle attitude au moment où l'on parle de dialogue et d'unité? C'est parce que ça correspond à une réalité. Parce que sinon, personne ne s'amuserait à s'opposer pour s'opposer. C'est pour que les choses changent. C'est ça qui nous anime et c'est ça qui va continuer à nous animer. C'est très clair. Je vous donne un exemple. On a appris que le gouvernement du Sénégal, sans fermer les écoles turques du Sénégal, a décidé de changer les dirigeants de ces écoles-là. Ce sont des écoles privées. Voilà un exemple. Qu'on leur reproche quelque chose de précis, je veux bien, mais ce n'est pas pour aller faire allégeance au régime turc actuel qu'il faut prendre des mesures qui sont contre la loi et contre la morale même, je dirais. Donc voilà un exemple, mais il y en a tant d'autres qu'on peut citer. Vous avez été ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Il y a eu le vote de la loi des finances initiale et que le ministre de l'économie et des finances a annoncé un programme triennal d'investissement prioritaire de plus de 4 000 milliards et que le budget du Sénégal est évalué à plus de 3 000 milliards. À ce niveau-là, vous ne trouvez pas que le gouvernement est en train de faire des pas de géant en ce qui concerne l'économie? Le budget
C'est pas le gouvernement qui dégage les moyens, qui dégage les montants. C'est le travail des Sénégalais, des entreprises, des travailleurs. C'est la sueur des Sénégalais qui permet de dégager un budget à travers les recettes qui viennent de la douane, qui viennent des impôts, qui viennent du trésor, etc., etc. Donc, il ne faut pas que le gouvernement se couvre, n'est-ce pas, d'un voile de qualité ou d'excellence pour cela. Et puis un budget qui monte d'une année à l'autre, c'est tout à fait normal. Quand un enfant naît, mais il grandit forcément, il ne régresse pas, il ne diminue pas de taille. Donc c'est la même chose pour le budget. Alors, et ce budget, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous savez que le tiers de ce budget-là n'est pas le fruit du travail des Sénégalais, mais c'est des emprunts qu'on va contracter à travers des emprunts obligataires, des bons du trésor, etc., etc. Les tiers du budget. Et ça, c'est pas bon pour notre économie? C'est pas mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que si on peut emprunter 1000, on peut emprunter 10 000, 100 000 et dire qu'on a un budget très élevé. Ça n'a aucune signification en particulier. Ça veut dire qu'on va emprunter. Mais emprunter aussi, il faut faire attention. Et le Fonds monétaire, après une intervention que j'ai faite il y a quelques jours, et la Banque mondiale même sont revenus là-dessus en disant attention, l'endettement du Sénégal est en train de monter. Il s'élève actuellement à quelque chose comme entre 55 et 60% du PIB. Ce qui approche de la limite fixée par toutes les instances, lui et moi en particulier, de 70% du PIB. Alors que, entre 2006 et 2016, en 10 ans, notre endettement a été multiplié par 7. Il faut faire attention. Emprunter, c'est bon, mais d'une part, il faut pouvoir rembourser plus tard, et ce sont nos enfants qui vont rembourser. Deuxièmement, lorsqu'on emprunte, il faut en faire un bon usage de ce produit de l'emprunt, et ne pas faire des dépenses qui, quelquefois, sont très politiciennes ou très orientées vers des objectifs qui ne rencontrent pas les préoccupations majeures de la grande majorité des Sénégalais. Voilà un peu les problèmes. Voilà, Monsieur Moussa Touré, merci. Je rappelle que vous êtes le responsable du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence. Karine Samaréo. À présent, la revue de presse en seconde diffusion avec Elisabeth Agnessar. La volte-face du président Yahya Jammeh encore ce matin à la une des journaux. La communauté internationale accuse Jammeh, souligne ce matin l'enquête qui révèle que les chefs d'État Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Buhari du Nigeria, Koroma de la Sierra Leone et John Dramani du Ghana sont attendus ce mardi à Banjul. La mission de la dernière chance selon l'enquête, puisque ces chefs d'État vont lui demander de quitter le pouvoir. C'est que renchérit Walf Quotidien, la communauté internationale se veut très ferme. Ainsi révèle le quotidien du groupe Walfadjri. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est saisi hier par le Sénégal a fermement condamné la déclaration de Yahya Jammeh rejetant les résultats officiels de l'élection présidentielle et appelant à de nouvelles élections. Le Conseil de sécurité poursuit Walfadjri, lui a ainsi demandé de transférer le pouvoir sans condition et sans délai parce que, comme le rappelle ce matin Daoucho, ce dernier, après avoir reconnu sa défaite face à Adama Barrow, a fait une volte-face ahurissante, si bien que la minuscule Gambie aujourd'hui sur toutes les lèvres. Et renchérit Libération. Le recours devant la Cour suprême annoncé par son camp est une grosse farce puisque cette institution n'existe que de nom. En effet, selon Libération, la Cour suprême gambienne, dont les membres sont nommés et révoqués par décret présidentiel, ne compte aujourd'hui qu'un seul membre. Les autres qui ont osé rendre des décisions qui n'arrangeaient pas Jammeh ont été limogés. En tout cas, révèle Vox Populi ce matin, la CEDEAO n'exclut pas de déloger Yahya Jammeh par les armes. Le président élu des États-Unis menace. En effet, selon le journal, Donald Trump a demandé à Yahya Jammeh de quitter le pouvoir s'il ne veut pas mourir comme le dirigeant libyen Kadhafi. Ce qui fait dire à mon confrère Mamadou Tcherno Talla de l'AS que les pressions sont si fortes et insistantes que la seule issue qui s'offre au dictateur gambien est de ravaler son funeste dessein de rétropédalage et de confiscation du suffrage des Gambiens. Parce que, comme le relève Domi Réumi, restaurer la démocratie et la paix en Gambie est un gage de stabilité pour la région ouest africaine. L'autre actualité à la une des journaux ce matin est le Mawlud 2016. Le chef de l'État qui a visité plusieurs foyers religieux en amont de cette célébration, c'est après Tivaouane, rendu à Medina Baye. Sur place, révèle Le Soleil, le président Macky Sall a salué le rôle de Medina Baye dans l'éducation et inauguré sur place un complexe comprenant la résidence des hôtes et un centre de conférence. Des infrastructures réalisées selon Le Soleil dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, et informe l'Astre national. Thiénaba ne sera pas en reste puisque la cité religieuse devrait réceptionner avant le Gamou 2017 la résidence du Khalif et une maison de l'outil.
Un gamou donc sans nuage, comme le relève ce matin le quotidien. En effet, selon le journal du groupe Avenir Communication, ce gamou a servi de tribune au responsable moral des Moustarchidines wal Moustarchidati Serigne Moustapha Sy pour annoncer d'éventuelles retrouvailles avec le chef de l'État. C'est que le gamou 2016, si l'on en croit l'Obs, a été riche en révélations. Et Serigne Moustapha Sy n'a pas dérogé à son franc-parler avec des révélations sur les présidents Diouf et Sall. Mais relève le journal du groupe Futur Média, c'est la sortie du guide des Tchantakoun sur l'affaire du meurtre de Médinatoul Salam qui a retenu l'attention. En effet, Cheikh Béthio Thioune, qui célébrait le Mawlud dans sa résidence de Médinatoul Salam, s'est selon l'Obs démarqué de ces 2 talibés arrêtés dans cette affaire et annonce laisser la justice faire son travail. Mais au-delà de ces révélations, rapporte Sud Quotidien ce matin, c'est le message délivré par le Khalif et transmis par le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy qui retient l'attention. Le Khalif, par la voix de son porte-parole, a selon Sud Quotidien invité les musulmans et le monde à revisiter le modèle prophétique afin d'apporter des solutions efficaces à nos problèmes et à nos craintes dans un contexte mondial marqué par la violence, les velléités hégémoniques et l'oppression des forts sur les plus faibles. Voilà, c'est la fin de ce journal à 19h30. Ça y est, c'est fait. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 42 milliards 637 millions de francs CFA au Sénégal pour la réalisation de la 3e usine de Keur Momar-Sarr. Keur Momar-Sarr 3, une aubaine pour les populations de Dakar, Thiès et Louga en 2021. La signature de la convention visant à améliorer les besoins en eau des 3 régions a eu lieu ce matin. Gambie, le parti de Yaya Jammeh conteste les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. C'est pour demander l'annulation des résultats du scrutin du 1er décembre dernier qui avait vu la victoire de l'opposant Adama Barrow. Le recours du président sortant intervient alors qu'une délégation de chefs d'État de la CEDEAO est à Banjul pour inciter Jammeh à quitter le pouvoir. En sport, bonne opération, bonne entrée en matière du moins des Lions du beach soccer à la CAN de Lagos au Nigeria. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, s'est imposé 2-1 devant le Maroc dans son premier match. Vous avez suivi les détails dans la page des sports. Et puis l'invité mardi politique et la revue de presse en seconde diffusion ont mis fin à cette édition mise en onde par Amoudou Nicolas Thiam au CDM Centre de distribution et de modulation Laba Soumaré, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudjabi. À la présentation, Benoît Badiane. Merci de votre attention et très bonne soirée en compagnie des programmes de la RTS.